De retour sur ce plateau avec notre invité principal que j'ai annoncé tout à l'heure, Maître Dominique Kajemba, avocat au prestigieux barreau de Kinshasa-Gombe. Bonjour et bienvenue. Bonjour Christopher et merci de me recevoir. Donc vous allez déjà vous présenter parce que c'est une première, mais je crois que l'on se retrouvera un peu plus souvent si votre disponibilité le permet, bien évidemment, pour analyser des situations économiques. Comme je le disais tout à l'heure, avant que vous n'arriviez, vous prenez le vivre ensemble, la primauté des causes communes, parce que vous m'avez d'ailleurs offert un livre qui va dans ce sens-là, Nos grandes causes communes, qui est un ouvrage magnifique. Et la situation d'aujourd'hui nous a poussé à vous avoir sur ce plateau pour essayer de voir comment on peut capitaliser ce moment, bien sûr, de malheur pour ne pas virer à la catastrophe. Avant d'y arriver, vous allez vous présenter d'abord. Oui. Vous êtes avocat et spécialisé dans une certaine matière. Merci beaucoup. Merci encore pour l'invitation. Je suis Maître Dominique Kajemba. Je suis avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. Je suis chercheur en droit, mais principalement en droit pénal de l'environnement. C'est une spécialisation que je poursuis. Je suis très actif au barreau en tant qu'avocat déjà, dans le droit des affaires et tout le reste. Mais au-delà de tout, je suis aussi analyste politique et quelquefois, nous intervenons sur certaines questions sociétales qui nous caractérisent. Et voilà, je suis aussi apprenant en DSDA à l'université de Kinshasa, dans le département de droit pénal et criminologie. Mais aussi, je suis en train de poursuivre une autre certification en droit d'université à l'université de Bordeaux, en droit OADA. Ça, c'est une très bonne chose. J'ai retenu le mot-clé environnement dans votre présentation. Vous faites des recherches, oui, ou vous êtes déjà spécialiste dans le domaine de l'environnement? Chercheur en droit, en train de devenir spécialiste. D'accord. Oui. Et que pensez-vous de cette pas situation, comment je peux présenter cela, cette potentialité de la République démocratique du Congo en matière d'environnement? On parle d'un pays qui pèse, un pays solution, et d'un côté des gens qui pensent que l'on ne capitalise pas trop suffisamment cela. Joseph Kabila, à l'époque, avant de partir, de quitter le pouvoir, disait qu'on ne pouvait pas garder notre potentiel environnemental tout simplement comme un ornement. Il faudrait en tirer profit d'une manière ou d'une autre pour les populations environnantes. Justement, Félix Tshisekedi a pesé lourd depuis son arrivée au pouvoir. Au Brésil, on l'a vu récemment. D'ailleurs, il y a deux grands chefs d'État qui devaient venir à Kinshasa. Ça a été décalé pour les prochaines semaines. Et vous, qui êtes dans les coulisses, dans cette situation-là, vous pensez que la RDC occupe quel statut et qu'est-ce que l'on devrait faire pour peser davantage? Bon, on dit de la RDC pays solution, mais c'est un contexte que plutôt un concept que je n'adopte pas trop. Pays solution, oui, c'est la deuxième forêt vierge après l'Amazonie. On a beaucoup de potentialités, mais seulement il ne faudrait pas que l'on migre sur ce que j'appelle un colonialisme vert. On a de potentiel. On ne peut pas aujourd'hui parler de dérèglement climatique sans pour autant tenir compte de populations autochtones qui vivent dans ces forêts et qui protègent ces forêts. Donc, si on veut bien être pays solution, mais il faudra une contrepartie. Parce que si les peuples autochtones, ces peuples qui vivent autour de ces forêts, ne bénéficient pas de ces forêts, le dérèglement climatique, ce sera une lutte vaine. Parce qu'à la base, ils vont abattre des arbres pour fabriquer le charbon de bois et préparer avec. Parce que c'est leur milieu naturel, c'est de ça qu'ils vivent. Donc, s'il faut préserver l'environnement, il faut, en contrepartie, qu'il y ait des subventions à leur juste titre et tenant compte des potentialités que détient la RDC pour autant mettre ces populations autochtones dans les meilleures conditions pour que le réflexe ne soit pas recourir justement à ces forêts. Parce que pays solution, c'est un concept vague, c'est-à-dire que pays solution, tout le monde peut venir puiser ici et répartir, mais nous, qu'est-ce qu'on en tire? Parce que j'ai vu, par exemple, dans la presse, que les militaires UPDF, c'est-à-dire l'armée ougandaise, en mission ici en République démocratique du Congo, pour combattre les ADF, se sont lancés, par exemple, dans la lutte contre la déforestation en République démocratique du Congo. Ils ont même planté des arbres. Oui, mais justement, la lutte contre la déforestation, il ne suffit pas de planter les arbres pour dire qu'on lutte contre la déforestation. C'est un concept générique, c'est un paradigme très grand. Comme je l'ai dit tantôt, le plus important, c'est de tenir compte des aspects particuliers. Parce que qui vivent dans ces forêts, comment ils traitent ces forêts? Aujourd'hui,
Je reviens sur le concept pays-solution. On plante les arbres, 1 milliard d'arbres, mais oui, est-ce que c'est assez suffisant? Parce que les populations qui vivent autour de ces forêts et qui vivent de ces forêts, qu'est-ce qu'ils en tirent en retour? Comme je l'ai dit, pour une population autochtone qui vit à côté d'une forêt, pour préparer, le réflexe sera simple, c'est abattre un arbre et puis faire du charbon ou utiliser ces bois pour préparer. Mais maintenant, il faut une sensibilisation. Mais en sensibilisant, il faut une alternative. On vous sensibilise pour ne pas abattre les arbres, mais qu'est-ce qu'on vous propose en retour? Voilà, ce n'est pas pays solution parce que voilà, on a tout ce qu'il faut et tout le monde doit venir puiser et repartir. Non. Pays solution, oui, mais comment? Qu'est-ce que nous en profitons? C'est comme ça que j'ai évoqué le concept colonialisme vert. On ne peut pas nous dicter comment nous allons utiliser nos forêts. Ça doit être discuté avec nous et de manière concertée pour qu'on trouve des solutions propres à nous et qui vont dans le sens de nos intérêts. Ça, c'est un très bon point, une très bonne position, notamment. C'est vrai que l'on devrait bénéficier. Il ne faudrait pas que l'on se retrouve comme pour les minerais, pays potentiellement riches et tout ce que vous voulez, avec le sous-sol le plus béni au monde, mais avec une population pauvre. Ce paradoxe-là, on ne devrait pas le retrouver encore dans le domaine de l'environnement, alors qu'on se prévoit, on revendique le terme de aussi poumon de l'humanité. Oui, poumon de l'humanité. Des concepts, mais à la base, qu'est-ce que nous en tirons? On a des forêts, parce que la question de l'environnement ne se limite pas seulement à la forêt. Il y a le braconnage, il y a des espèces en voie de disparition qu'on ne peut retrouver qu'ici. Il y a la pollution des eaux, c'est plusieurs concepts. Mais pourquoi seulement c'est cramponné sur la forêt? Il y a la question de la pollution d'eau, il y a la question de la gestion des déchets, il y a la question de la pollution de l'air, il y a la question liée à l'eau. Parce que ça sera une guerre demain, la question de l'eau, la gestion des eaux, parce qu'on a des pays voisins qui voient leur lac être desséché. Et le réflexe sera quoi? Sera de recourir aux eaux qui seront dans les environs, notamment les eaux du Congo. Donc, c'est plusieurs concepts. Du coup, il faut une politique bien assise et bien réfléchie pour que, pas seulement que l'on réponde aux questions actuelles, mais aussi voir l'avenir. C'était une introduction et on voit que vous maîtrisez très bien votre domaine, mais on aimerait également parler de l'actualité, notamment ce qui s'est passé à Goma. Oui. C'est la plus grande actualité à côté, bien sûr, de la convocation de l'électorat. En ce moment même, Salle Abbé Apollinaire Malou Malou à Gombe, à la CENI. On en parlera peut-être prochainement. Mais d'abord, aujourd'hui, ce qui nous réunit, c'est ces vies parties. On parle de plus de 40, en tout cas, des sympathisants d'un groupe religieux, oui. Un peu comme ce qu'on avait vécu avec mon ancien ici à Kinshasa, qui sont tombés sous les balles des forces de l'ordre, pour ne pas dire carrément l'armée congolaise. C'était en plein jour à Goma. Vous avez assisté à cela. Vous avez même vécu aussi à Goma pour signaler je suis natif de Goma. Même si vous passez le clair de votre temps à Kinshasa, on ne va pas dire que vous venez de Goma. Goma, c'est dans le cœur. Oui, c'est ma ville vous natale. Êtes Quinois. Oui, Quinois, mais... Enrôlé à Kinshasa. Oui, enrôlé à Kinshasa. Voilà. Quinois, c'est aussi un autre concept. Avec un concept chargé d'essence, mais avec des valeurs certaines que je ne partage pas. Habitant à Kinshasa. J'habite Kinshasa. Habitant à Kinshasa, voilà. Ce qui est beaucoup mieux. Oui. Mais vous avez quand même suivi cette information et on aimerait avoir une réaction de votre part. Oui, avant de poser bien sûr les questions. Oui, ma réaction, elle est simple. Il y a les images qu'on ne cesse de voir sur les réseaux sociaux. C'est inadmissible, c'est inacceptable. J'ai lu le communiqué du gouvernement, on en compte 47 sur des millions déjà qu'il y en a. Alors ce que j'ai beaucoup apprécié, ce que le gouvernement a dit, qu'il y a une enquête qui a été diligentée. Et justement au niveau de l'auditorat militaire de garnison de Goma, 157 morts, environ 158 personnes interpellées, notamment les dirigeants de la secte, parce que c'était une manifestation interdite et ils manifestaient pour lutter contre, ou plutôt pour exiger le départ de la MONUSCO et de la force régionale. Oui, c'est des départs qui avaient déjà été actés parce que d'ici le mois de décembre, il y a un plan pour le retrait de la MONUSCO. C'est inadmissible. Inadmissible. Déjà, l'article 16 de la Constitution du 18 février 2006, tel que modifié à ce jour, consacre la sacralité de la vie humaine. Et l'État doit protéger cette vie. L'État doit protéger l'humain.
ce sont des actes à condamner. Mais je ne vais pas me limiter à condamner, je vais justement me rallier au communiqué du gouvernement qui a constaté et présenté ses condoléances et a garanti que les responsables seront jugés en flagrance incessamment et les responsabilités seront dégagées et les auteurs devront vraiment subir la rigueur de la loi. Vous dites être soulagé. Mais il y a une certaine opinion également qui dit que tout ceci n'est que protocolaire. Quand on dit que voilà, une enquête est ouverte, ce n'est pas la toute première enquête ouverte. Bien avant, il y a les éléments de la MONUSCO qui ont aussi ouvert les feux sur des civils revendiquant la même chose. Ouais. On n'a pas les conclusions de cette enquête-là, pour ne pas citer toutes les autres enquêtes qu'il y a eu au milieu, parce que là, il faut remonter il y a une année que la MONUSCO avait commis ce forfait-là. On n'a pas eu les résultats. Entre-temps, il s'est ouvert beaucoup d'enquêtes, comme je viens de le dire, je répète. Est-ce que l'ouverture d'une enquête suffit ou il faudrait qu'il y ait même des sanctions déjà là tout de suite? J'ai lu quelqu'un qui dit, si vous avez la responsabilité, on parle notamment du gouverneur militaire qui est à la tête de la province du Nord Kivu, vous êtes responsable et cela se passe sous votre autorité. Par prévention, d'abord, vous démissionnez. Ou, si vous ne le faites pas, le vice-premier ministre de l'Intérieur, au cas échéant le président de la République lui-même peut demander votre révocation. Tout à fait, je comprends la crainte de cette opinion parce que on a connu des enquêtes, on peut aller même plus loin, l'assassinat de M. Laurent Désiré Kabila. Ah, la plus vieille. Oui, la plus vieille, bon voilà, et puis les résolutions. Voilà, les résolutions, je suis tout à fait d'accord avec cette opinion, mais personnellement, parce que c'est facile de demander directement la démission du gouverneur militaire. Mais après, il faut établir les responsabilités. C'est vrai qu'il est gouverneur sans pour autant prendre sa défense. Je pense qu'il a des avocats. Et si il s'avère qu'il est responsable, ces avocats devront faire le travail. Sans pour autant entrer dans les détails, parce que c'est des circonstances qu'on a vues au loin. J'ai vu des images sur les réseaux sociaux comme tout le monde. On n'a pas vécu les événements sur place. C'est comme ça que je me suis dit que je ne me remettais qu'à la conclusion des enquêtes et aux audiences qui auront lieu. Parce qu'on peut bien demander sa démission et s'il s'avère que dans la chaîne des commandements, parce que j'ai pari, s'il s'avère que ce sont ces militaires qui ont tiré, ils ont un commandement et qui a ordonné qu'ils tirent sur les manifestants. Dans quel contexte? C'est comme ça qu'avant de pouvoir demander ou solliciter la démission... Mais pour le fait d'avoir failli de protéger, c'est vrai, on tire. Pour avoir failli, parce que je suivis son intervention, il a dit que les manifestants ont été maîtrisés dans une certaine mesure, mais après il y a un policier qui a été amené et tué. Lapidé. Donc il y a, oui, lapidé, il y a un contour, il y a des contextes qu'on ne maîtrise pas. Et là encore, quand vous parlez de ces déclarations, la chose qu'à mon avis je trouve grave, c'est cette différence numérique. Le gouverneur militaire, son porte-parole notamment, a annoncé 7 morts et ce n'est que 24 heures ou presque 48 heures plus tard qu'on viendra parler de 47 morts. 47. Est-ce qu'on a pu se tromper sur 40 personnes? Parce qu'il a même insisté, on l'a encore suivi ce matin, il dit que lui il est allé à l'hôpital, il n'a vu que 7 morts, des blessés et tout cela parmi les 7, et le policier aussi. Mais sur les images dans les réseaux sociaux, on pouvait déjà voir ces gros camions transporter des corps sans vie. Je me souviens, le député national Jean-Baptiste Kassekwa a parlé de 50 pendant que la province était en train de nier. Est-ce que tout cela ne constitue pas un motif assez suffisant pour qu'il puisse rendre les tabliers? Oui, ça serait hâtif de ma part. Déjà, je répète que je ne vais pas prendre la décision du gouverneur militaire ici. Je ne vais pas prendre plutôt sa défense. Encore moins, je ne vais pas faire son porte-parole. Il a des responsabilités qu'il assume. Et s'il s'avère qu'il est responsable d'une manière ou d'une autre, il va devoir répondre de ses actes s'il est bien évidemment responsable. Donc là, par rapport à la différence numérique, moi je m'en remets au communiqué officiel du gouvernement qui a fait état de 47 morts, dont un policier qui est décédé, 158 personnes interpellées. Donc les communiqués du gouverneur militaire étaient intervenus à quel moment? Ça, je ne maîtrise pas trop. Moi, je préfère me fier au seul communiqué officiel du gouvernement qui fait état de 47 morts. Et surtout, j'ai hâte et que ça s'efface dans le meilleur délai, qu'il y ait des personnes qui soient interpellées, que les responsabilités soient dégagées pour qu'on voit clair dans cette situation, parce que, je répète, c'est inadmissible, inadmissible. Alors, pour revenir aux causes communes, j'aimerais quand même avoir votre avis sur comment Kinshasa a réagi. Par Kinshasa, cette fois-là, je n'entends pas le gouvernement.
en particulier parce que le gouvernement a fait son travail, que d'ailleurs on applaudit. Mais Kinshasa, je parle des Kinois, les habitants de Kinshasa que l'on a évoqué tout à l'heure comme concept. On a l'impression que ce n'est pas grand-chose, ou d'ailleurs la plupart des personnes ne maîtrisent même pas ce qu'il y a eu à se passer, à part les bribes d'informations qu'on a sur les réseaux sociaux, qui peuvent d'ailleurs être fruits d'une manipulation et tout ce que vous voulez. On devrait remonter dans les origines de ce mouvement Mwazalendo, de monsieur Safir et tout ce que vous voulez. On a l'impression qu'on fait un tout petit peu semblant, ou que ce n'est pas urgent, que ça ne nous intéresse pas assez à Kinshasa. Kinshasa est dans... Voilà... préparation peut-être du match des Léopards, ou d'ailleurs pour être plus juste dans la célébration des résultats, diplôme d'État, alors qu'il y a des régions dans le Nord Kivu dont les élèves n'ont pas pu d'ailleurs passer les épreuves d'examen d'État justement à cause de cette insécurité. Oui, les causes communes. Les causes communes, c'est une question très essentielle parce que, vous savez, très souvent, on a comme l'impression qu'on se limite à des indignations sur les réseaux sociaux. On crie au scandale sur les réseaux sociaux, mais dans le fond, avoir le quotidien du Quinois, même pas le Quinois, parce que vous pouvez aller à Mbujimayi aujourd'hui ou à Lubumbashi, bon, c'est des informations, parce que les gens sont habitués à attendre qu'il y a des gens qui meurent à l'Est. C'est vrai que là, c'est un tout petit peu scandaleux, parce que on accuserait les forces de l'ordre qui seraient derrière ces manifestations violentes ou ces conséquences ou ces pertes en vies humaines. En fait, le Congolais, des gens en général, je me suis toujours posé la question si nous étions une nation. Très bonne question. Et vous avez répondu quoi à cette question? Est-ce que nous sommes une nation parce que qu'est-ce qui aujourd'hui te rend... C'est vrai que c'est vous qui posez les questions, mais qu'est-ce qui... Non, sentez-vous à l'aise. Je ne suis pas ce genre de journaliste. Ah, ok. Qu'est-ce qui... Je peux recevoir aussi. Ça me met à l'aise parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui vous rend fier d'être Congolais? Pourquoi vous êtes Congolais? Pourquoi vous êtes fier d'être Congolais? Parce que vous êtes né sur les territoires congolais, parce que vous détenez un passeport congolais. Mais qu'est-ce qui nous lie entre Congolais? Aujourd'hui, à l'est du pays, les gens meurent depuis plus de 2 décennies. Mais quelle est l'attitude de Kinshasa? Et voilà, on a un peuple résilient de l'autre côté qui subit depuis autant d'années ces atrocités. Mais après, on a comme l'impression qu'on n'est pas soutenu. Il n'y a pas, comme on l'a dit, parce que je l'ai soutenu ici, qu'il faut impérativement qu'il y ait des enquêtes pour que les responsabilités soient dégagées, mais vous ne verrez aucun qui doit marcher. Vous ne verrez aucun autre Congolais marcher pour exiger au gouvernement que les enquêtes aient eu lieu dans les meilleurs délais, qu'on voit les résolutions. Tout ça, pourquoi? Parce que en tant que Congolais, on n'a pas de sens. Je vais m'expliquer. Je n'ai insulté personne. Quand je dis sens, c'est-à-dire on n'a pas de repère. On ne voit pas le Congo d'ici 50 ans, on ne voit pas le Congo d'ici 60 ans. Qu'est-ce qu'on va devenir? Qu'est-ce qui nous met ensemble? Quelles sont les valeurs qui nous unissent? Parce que la destinée des peuples n'a pas été inscrite plutôt dans les étoiles. On n'a pas dit que les États-Unis seront une grande puissance. Ils ont été colonisés, mais aujourd'hui, nous voyons ce que les États-Unis sont. Donc c'est pour dire que les causes communes, ce sont les valeurs que nous devons partager. On ne doit pas considérer le Congo ou limiter le Congo en 5 ans des mandats, parce que c'est ce que nous vivons. C'est 2019, il y a eu investiture du président Félix Tshisekedi. En décembre, on doit organiser les élections. Donc tous les pays restent figés à 5 ans. Mais pendant 5 ans, qu'est-ce qu'on a fait? Et d'ailleurs, pendant 5 ans, on passe du temps à réclamer ces élections qui auront lieu en 2023. D'abord, on proteste. 2019, 2020, on proteste. Et quand la protestation ne marche pas, on commence à réclamer l'organisation des bonnes élections. L'organisation de bonnes élections, des élections inclusives, des élections transparentes. Et puis après, les pays ne doivent pas être tenus en haleine seulement aux seules élections. Les élections, c'est constitutionnellement garanti, il y a des échéances qui sont prévues. Je pense qu'à ce point, c'est une question résolue. Mais qu'est-ce que nous faisons du Congo pendant 5 ans? Qu'est-ce que nous faisons du Congolais? Quelles sont les valeurs communes qui nous caractérisent et comment nous vivons Congo? Aujourd'hui, il y aura, je pense qu'il y a 25 000 candidats, mais demande à un seul comment il voit le Congo d'ici 50 ans. Il ne te dira rien. Il ne te dira rien. Vous recevez suffisamment d'invités ici, posez-leur la question de comment ils voient le Congo d'ici 50 ans. Alors, les causes communes sont simples. Ce sont ces pensées, ce sont ces valeurs que nous devons partager pour donner du sens à ces Congos, pour qu'ensemble, on réfléchisse et qu'on regarde dans la même direction, que l'on avance.
Quand vous parliez tout à l'heure des signes distinctifs de ce qui peut caractériser le Congo comme une nation, c'est-à-dire un objet, un concept, une histoire qui puisse lier et mettre tout le monde d'accord. Est-ce que vous avez quand même des références, ces moments qui devraient le faire ou ces personnalités qui devraient l'être, qui n'ont pas leur place, malheureusement? Mais justement, j'ai très apprécié ce que le président Félix Tshisekedi a fait récemment sur la personne de Simon Kimbangu. C'est une valeur, c'est une figure qui incarne les valeurs congolaises. C'est une figure et pas qu'une religion. Pas une religion. Simon Kimbangu est une icône. C'est un symbole, par exemple. Et c'est très important. Et dans les manuels scolaires, on devait apprendre l'histoire de Simon Kimbangu à nos enfants. Parce qu'aujourd'hui, on étudie l'histoire de Louis XIV. Louis XIV, on nous parle de Jeanne d'Arc, de la Révolution française. Mais quels sont les moments clés, les moments forts? J'ai encore apprécié ce qui a été fait récemment. Le chef de l'État, je pense que c'est le 2 août 2023, il s'est déplacé pour aller à l'ex-place des Évolués, actuellement baptisée la place du Génocoste, pour célébrer les millions de morts à l'est de la République démocratique du Congo. C'est un symbole. On peut s'unir. Je ne vais pas parler des pays voisins. Il y a certains pays voisins où vous vous rendez aujourd'hui, vous trouvez des mémorials consécutifs au génocide et tout le reste. C'est une symbolique. Ce sont des valeurs, excepté le drapeau congolais. Quelles sont les valeurs qui nous unissent? Même le totem. Pourquoi on a les léopards comme animal totem? Quelles sont les valeurs que nous retrouvons dans les léopards, et que nous voyons dans le Congo? Donc, il est très important que l'on élève des figures que nous allons apprendre aux générations futures, que l'on élève des symboles, des histoires qui vont nous caractériser et tous regarder dans la même direction et se dire que si je suis Congolais du pays de Patrice Emery Lumumba, je suis Congolais du pays de Simon Kimbangu. Et c'est justement à ça que nous allons nous fédérer. Pour donner quelques exemples, peut-être il y en a qui comprennent pas très bien quand on parle de ces symboles. Il y a le 11 septembre, par exemple, pour les États-Unis. Quand vous parlez du 11 septembre, on voit tous les Américains unis, fâchés contre les terrorismes. Il faut absolument une réponse forte. En France, il y a Marianne, liberté, égalité, fraternité. Personne ne veut manquer du respect à cela, même quand un rappeur essaie de déraper un peu dans les chansons, vous voyez, les ONG se fâchent et tout cela. Mais on a l'impression qu'ici, on est d'accord sur rien. Indépendance, c'était très tôt. Lumumba, Akufagi Pona Mwasi, tout, on descend tout et n'importe quoi et ça ne produit rien en retour, on ne gagne rien. Justement parce que nous n'avons pas une rhétorique, nous n'avons pas un discours, nous n'avons pas des valeurs communes. Je donne un exemple. Le 19 janvier 2019, si je ne me trompe pas sur la date, on a connu quelque chose d'exceptionnel. Il y a eu passation pacifique et civilisée du pouvoir en République démocratique du Congo. Pour la toute première fois. C'est un symbole, c'est quelque chose que nous devons protéger. Et ça nous permet ou ça nous garantit qu'on peut avoir des cycles électoraux régulièrement, pour parler d'une symbolique plus simple, régulièrement, et qu'après, on aura des cycles qui vont se succéder, et à la tête du pays, on aura de nouvelles institutions. En parlant des symboles, il y a des dates, il y a des événements qui ont été des moments clés pour ces pays, qu'on peut utiliser pour fédérer les idées. Je parle du jeu de la francophonie. Tout le monde était d'accord à la cérémonie d'ouverture que tout était bien fait. Tout le monde était d'accord. Pourquoi? Parce que c'était un événement qui nous a fédérés. On peut aller sur cette base. On peut aller sur cette base et ressortir. Donc on voit que ce n'est pas impossible quand même. Ce n'est pas quand impossible. il y a de la volonté, les Congolais peuvent faire des bonnes choses. Vous avez cité l'alternance, vous avez cité les jeux de la francophonie. Pourquoi pas aller plus loin? Nos victoires dans le sport, participation à la Coupe du Monde, premier pays africain à le faire, de Cannes. Vous avez évoqué le terme volonté, que j'apprécie mais que je n'adopte pas. J'aimerais bien qu'on parle de responsabilité. Responsabilité. Oui, parce qu'aujourd'hui même, quand il y a des nominations, on voit comment les gens jubilent parce qu'on pense que c'est une occasion pour se remplir le poche, pour se faire une santé financière. Mais quand on parle de responsabilité... Ça, par exemple, c'est peut-être quelque chose qui nous lie. Oui, peut-être que tous les Congolais réfléchissent vous voyez comme un ça. monsieur qui est nommé général, on le saupoudre tout le corps
Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Mais quand on parle de responsabilité, ça veut dire qu'on prend la mesure de la charge ou de la fonction qu'on nous attribue, et ça nous permet justement de mesurer la grandeur et la lourdeur de la charge pour poser de bons actes. Parce que si on parle de volonté, c'est un peu comme si ça ne dépendait que de vous. Ça ne dépend pas de vous. Vous êtes élu président de la République, vous êtes nommé Premier ministre, vous êtes nommé ministre. Ce n'est pas pour que vous fassiez votre volonté, mais c'est parce que vous soyez responsable dans le domaine qui est le vôtre, et pour que vous amenez un changement et qu'on retienne quelque chose de votre passage. Vous êtes non aligné. À ce que je sache, vous n'êtes pas affilié à un parti politique. Mais si on peut parler, par exemple, des élections qui devraient arriver d'ici la fin de cette année, comment on pourrait capitaliser ce moment? Dans quel état d'esprit, pour ne pas faire propagande pour tel ou tel autre candidat, mais dans quel état d'esprit un électeur devrait se rendre aux urnes, à votre avis? Justement, pour qu'un électeur se rende aux urnes, parce que ce que j'apprécie aujourd'hui, c'est la maturité de la population congolaise. Il y a une évolution. Vous en êtes sûr? Oui, je pense que oui, je suis convaincu. C'est plus le peuple qui se laisse corrompre par des polos, des bassins? Non, je pense que ça sera différent. Je pense que ça sera différent. Je ne vais pas faire la polémique. La maturité ou la méchanceté? Parce qu'il y en a qui escroquent tel candidat, il prend. Ça, c'est pas la maturité, c'est la méchanceté. Oui, je vais y arriver. Vous avez demandé quel état d'esprit. L'état d'esprit, il est simple. L'état d'esprit, il est simple. Parce que pour élire un député national, ce n'est pas parce qu'il va vous promettre, là je me permets de regarder la caméra, ce n'est pas parce qu'il va vous promettre de rétablir l'électricité ou amener une adduction d'eau potable dans votre quartier. Ou encore moins vous donner des polos ou vous former, créer des centres de formation, parce que très souvent c'est ce que nous voyons. Centre de formation en coupe et couture et tout le reste. On prend de jeunes, on dit qu'ils étaient Koulouna, maintenant ils vont faire des formations en électricité, à l'INPP et tout le reste. C'est bien tout ça, mais ce n'est pas ça le rôle d'un député. Un député national, son rôle à la Chambre basse, c'est de voter des lois qui vont permettre au gouvernement de mettre en place sa politique et améliorer le social de la population. Donc, l'état d'esprit est celui-là. Pour ceux qui ont été élus, vous n'avez qu'à regarder qu'est-ce qu'ils ont fait pendant la législature, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant les vacances, où est-ce qu'ils se sont retrouvés? Aux États-Unis, où ils sont venus à la base, à la circonscription électorale pour se rendre compte de ce qui se passe ou des projets de loi qu'on a initiés, ou il s'est rendu à Washington ou à Ibiza passer ses vacances. Donc c'est cet état d'esprit-là. Et pour ceux qui viennent, ben, il faut écouter le discours. Un projet de société, ce n'est pas un député national, qu'il ne vous trompe pas. Les projets de société laissés au président de la République, parce que c'est lui qui va dicter la politique qui sera implémentée par le gouvernement. Lui, c'est des propositions de loi qu'il va amener au niveau de l'Assemblée nationale pour améliorer tel ou tel autre secteur. Donc c'est cela l'état d'esprit que devrait avoir un électeur aujourd'hui. Pas de t-shirt. Si on amène des t-shirts, je ne vais pas faire comme un candidat en 2006. Si on amène l'argent bouffé et tout le reste, ça, je ne vais pas vous recommander. Soyez plus exigeants, soyez plus exigeants. Voyons Congo, voyons le Congo d'ici 50 ans, voyons le Congo d'ici 30 ans, parce que c'est tout ce qui compte, c'est tout ce que nous avons. Ce n'est pas un candidat qui parle, hein, je signale. Non, je ne suis pas. C'est un jeune avocat avec une carrière prospère. Et qu'est-ce que vous pensez? C'est osé. Bon, on est très actif, mais prospère en vue. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce vent, justement, de la jeunesse qui a postulé en masse, mais vraiment à un taux débordant? Pratiquement, si j'ai 5 amis, 4 se sont retrouvés candidats députés national ou provincial. Il y en a qui attendaient même les élections locales et tout ce que vous voulez. Ouais. Est-ce que vous pensez que c'est une volonté bien animée ou c'est dans l'esprit que vous avez évoqué de tout à l'heure d'entrer dans le jeu pour se remplir les poches? Une santé financière. Mais justement, aujourd'hui, on a vu, c'est encouragé, mais on dit le renouvellement de la classe politique, ce n'est pas un renouvellement des jeunes qui viennent remplacer les vieux. Le renouvellement de la classe politique doit être la pensée, doit être les nouvelles idées et des nouvelles propositions. Ce ne sont pas seulement les jeunes qui sont... parce que la plupart, et on sait aujourd'hui que quand on est en politique, on sait comment ça se passe depuis autant d'années. Quand on entre en politique, on est député, ben, on est intouchable, on roule à contre-essence, on ne respecte rien, on va donner des coups de poing à des jeunes parce qu'il a objecté.
c'est bien, mais quelle est l'intention qui anime ces jeunes? Je ne sais pas le dire, chacun est libre de pouvoir nous dire ce qu'il anime, mais à la base, on sait comment les gens vont en politique aujourd'hui. On voit comment les gens fonctionnent en politique, on a assisté à des débauchages, on voit comment les gens bougent de gauche à droite. Est-ce que ces jeunes sont déjà allés à la bonne école? Je ne parle pas d'école, mais école de pensée. Est-ce qu'ils ont eu les bons exemples qui pourront faire à ce que les choses soient différentes? Mais justement, à l'école des pensées que vous évoquez, est-ce qu'on fait une politique d'idées ici? Ou on fait une politique liée à des personnes? On voit comment les partis politiques disparaissent après la mort de leurs fondateurs, de leurs initiateurs. Mais même, il y a la mort, mais il y a aussi le fait de ne pas être au pouvoir, de ne plus être au pouvoir. De ne pas occuper un poste de responsabilité. On voit déjà comment les gens se comportent. Donc à la base, si les intentions sont bonnes, je les encourage. Mais si les intentions sont mauvaises, je demanderai aux électeurs de ne pas les voter. Parce que c'est clair, on le saura. Mais maintenant, il faut sensibiliser cette population pour qu'elle soit davantage mature pour arriver à détecter que celui-ci ne vient que pour des fins économiques ou celui-ci veut apporter des idées nouvelles dans la société. Ça, c'est une très bonne chose. Maître Dominique Adjema, merci beaucoup pour ces contributions. On rappelle que nous sommes partis de cette situation quand même de Goma. On compatit avec les familles éprouvées. Oui. Les enquêtes sont ouvertes, comme on l'a si bien fait remarquer, en espérant qu'il y aura une suite logique. Très rapidement, que les responsables devront payer pour que pareil acte ne se reproduise pas. On a déjà trop de deuils là-bas, on a déjà trop de fausses communes, on a déjà trop de tombes. Il ne faudrait pas, par des mauvais souvenirs. L'éruption volcanique aussi. En plus, donc il ne faudrait pas que ça devienne la représentation du malheur dans les dictionnaires, cette partie du pays. Donc, nos condoléances, mais aussi beaucoup de responsabilités. Une délégation gouvernementale va se rendre sur place, on a appris. Oui. Et ce sera certainement une question capitale lors du Conseil des ministres de ce vendredi. Ouais. Merci beaucoup. J'espère que vous reviendrez souvent selon votre disponibilité, parce qu'on sait que vous êtes aussi chargé. Si l'agenda le permet, à votre invitation, on ne manquera pas de venir. Merci déjà de nous avoir reçus. Et le plus important, c'est qu'on doit garder espoir dans ces pays, tout en espérant que les choses aillent mieux. S'il faut accorder la parole, au moins le faire à des gens qui réfléchissent bien, des gens qui pensent à ce Congo d'ici 50 ans. Il ne faudrait pas accorder la parole qu'à des personnes qui divisent, à des personnes qui insultent, qui se plaignent. Il faudrait aussi discuter avec les gens qui réfléchissent, comme ça a été le cas pour Maître Dominique Adjema ce matin. J'ai beaucoup apprécié. Merci beaucoup. Merci. On va passer à notre deuxième invité aussi, et pas le moindre, avec qui on va parler politique. Le pape François a achevé sa mission, sa mission papale en République démocratique du Congo, une mission de 4 jours. C'est un homme qui sourit tout le temps, et les Congolais ont souri avec lui, peu importe ce que les autres peuvent dire. Et le pape en venant ici, bien sûr, Monsieur Lumbala, ce sont des choses très sérieuses qu'il faut entendre avec l'oreille fine, alors l'oreille mais la cassale. C'est très important dans cette oreille-là. Et le pape a dit ça pour que ceux qui ont des oreilles entendent. Il n'est pas parti par 4 chemins. Ceux des voleurs que les Congolais connaissent, mais qui vivent